soit vous vous mettez sur le même canapé pour mieux vous surveiller, soit vous mettez un sur chaque canapé, comme vous voulez. Merci en tous les cas d'être là. J'imagine que l'exercice n'est pas forcément évident. Peut-être c'est la première fois que vous vous trouvez. Tout à l'heure, Patrick Martin disait qu'il y avait à peu près 90% des entreprises privées qui étaient représentées ici, dans cette salle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent, mais en tous les cas, on a beaucoup de questions à vous poser. Je vous rappelle rapidement les règles. Pendant 15 minutes, on va échanger, et puis vous allez pouvoir exposer ce que vous voulez pour la France, et notamment en termes de programme économique. C'est l'objectif de cette réunion ce matin. Et puis après, vous aurez pendant une petite demi-heure des questions de la salle, des représentants des 15 organisations patronales qui sont là. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, ma première question. Alors, avec un micro, il faudra 2 micros. Oui, j'ai juste une question peut-être avant, et après, vous pourrez faire votre intervention au pupitre, comme vous voulez. Une intervention, comment est-ce que vous pouvez, vous imaginez bien que votre programme, notamment votre programme de fiscalité, programme vis-à-vis des entreprises, bien, inquiète beaucoup de chefs d'entreprise. Comment, puisqu'ils sont devant vous, comment est-ce que vous pouvez les rassurer, si vous avez envie de les rassurer? Boris Vallaud. Madame, d'abord, pour répondre à votre question, est-ce qu'il est habituel que nous rencontrions les organisations patronales, les organisations professionnelles? Oui, nous le faisons depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de le faire dans les fonctions que j'ai occupées comme directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, et je le fais depuis 7 ans dans ma circonscription, plus souvent qu'à mon tour, au contact des chefs d'entreprise. J'ai bien compris la question que vous nous posez, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est en effet pour donner des orientations et les grands axes du projet qui est le nôtre, et pour, à travers les questions qui seront posées, entamer déjà un dialogue avec les forces vives du pays en sortant de ce dilemme appauvri, faut-il aimer ou détester l'entreprise? Et si vous m'y autorisez, puisque c'est ce qui nous a été demandé, j'ai précisément formalisé une introduction qui ensuite, évidemment, j'imagine, ouvrira les questions de celles et de ceux qui sont là. Eh bien alors allez-y, je ne sais pas si c'est Éric Coquerel ou Boris Vallaud. Vous êtes répartis les tâches. Difficile tâche. Je suis un peu plus petit qu'Édouard Philippe, donc je baisse légèrement les micros. D'abord, mesdames et messieurs, pour vous remercier de nous donner l'occasion d'être là aujourd'hui, réunis dans un exercice qui a toutes les apparences de l'ordinaire, puisque c'est un exercice qui précède en général les échéances électorales, et qui pourtant, je le dis avec force, n'a rien d'ordinaire. Car au moment où nous nous réunissons, nous présentons devant vous, l'heure est grave, l'heure est inquiétante, l'heure est dangereuse, et je veux croire que chacune et chacun d'entre vous, ici, en a la profonde conscience. Nous sommes d'abord ici devant vous parce que le président de la République a décidé d'une dissolution à laquelle il n'était pas tenu, et qui a pour conséquence funeste de nous plonger collectivement dans l'abîme et dans l'incertitude. Et c'est d'abord à lui, et lui seul, que revient la responsabilité de cette situation. Et si la gauche fait front aujourd'hui, c'est parce qu'il nous faut faire face. Et ce sont ces portes ouvertes à l'extrême droite par Emmanuel Macron que nous devons refermer. Et je ne vous le dis pas le cœur réjoui. Je vous le dis au contraire avec mon cœur de démocrate, avec mon cœur de socialiste, de citoyens et de hauts fonctionnaires engagés depuis des années au service du bien commun. Je le dis aussi avec beaucoup de gravité, parce que j'entends les uns et les autres dans leurs commentaires que chacun se garde des leçons de morale et d'économie si elles conduisent à consentir au triomphe du pire. La question qui nous est posée à cette heure, que vous devez vous poser vous aussi, comme citoyen, mais aussi comme chef d'entreprise, est simple dans sa formulation, mais je mesure aussi à quel point elle est difficile dans sa réponse. Avons-nous fait suffisamment pour ne pas vivre dans un pays fracturé, dominé par les peurs, par la peur de l'avenir, et rongé par un sentiment d'injustice, un pays dans lequel, en définitive, chacun défend sa colère? Avons-nous fait suffisamment pour ne pas nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes, aux portes de l'extrême droite, l'ennemi mortel de la République et de la démocratie, l'ennemi mortel de l'Europe, c'est-à-dire de nos intérêts économiques?
Avons-nous fait suffisamment pour défendre les services publics, notre patrimoine commun, celui de celles et de ceux qui n'ont que cela? Avons-nous fait suffisamment pour défendre l'hôpital tenu à bout de bras par des soignantes et par des soignants? Avons-nous fait suffisamment pour nos enseignants, nos hussards épuisés, auxquels nous confions chaque matin nos enfants et l'avenir de la France? Avons-nous fait suffisamment pour les femmes et pour les hommes, ouvriers ou patrons, qui n'ont que leur travail pour vivre, pour qu'ils puissent effectivement en vivre dignement et que les fins de mois ne tapent pas à la porte chaque mois un peu plus tôt? Avons-nous fait suffisamment pour que nos ouvriers, nos infirmières, nos caissières, nos employés qui aiment leur travail et qui n'aspirent qu'à bien le faire en retrouvent le goût et le sens? Avons-nous fait suffisamment pour défendre le travail digne, pour défendre la valeur du travail et la centralité du travail dans nos sociétés? Avons-nous fait suffisamment? Avez-vous fait suffisamment pour notre pays? Posez-vous cette question en patriotes ardents, en républicains intransigeants, en démocrates. Mesdames et messieurs, ce sont à ces questions, parmi tant d'autres, qu'il nous faut désormais répondre, chacun à sa place, chacun conscient qu'il peut agir dans cette élection, bien sûr, mais dans les longues années de reconquête d'un avenir en commun apaisé. Je voudrais en quelques mots désormais vous donner le sens et la direction de notre projet, en commençant d'abord par dénoncer les rodomontades du gouvernement, qui a échoué, qui a été sanctionné par les agences de notation et désormais par la Commission européenne. C'est leur bilan, ça n'est pas le nôtre. La politique d'Emmanuel Macron, c'est d'abord la dégradation des finances publiques et le désarmement fiscal. Dénoncé, lisez-le, paragraphe 21 par la Commission européenne hier sans embâge. 50 milliards de recettes fiscales en moins chaque année rendues aux plus riches et aux multinationales sans contrepartie, qui manquent désormais à nos services publics et à nos investissements. La politique d'Emmanuel Macron, c'est ensuite l'inefficacité d'une politique de l'offre et l'impasse économique. La France investit peu, moins que ses partenaires européens. Le décrochage technologique est patent, le décrochage industriel se confirme, et les résultats en termes de croissance économique ou de productivité sont en berne. Et enfin, c'est l'affaiblissement de notre modèle social, de notre cohésion nationale, de la confiance dans notre modèle social et l'explosion de la pauvreté. Et pour répondre à la question « Avons-nous fait suffisamment ?» que je nous adressais tout à l'heure, nous voulons en effet, avec le Front populaire, inverser la logique des choses et rompre de façon claire avec la politique mise en œuvre depuis 2017. Nous traçons un cap, des grandes lignes, dont je voudrais vous restituer la substance en vous disant avant toute chose qu'il est une pratique que nous remettrons en place parce que nous y tenons et nous y croyons, c'est celle du dialogue social, celle du respect des partenaires sociaux, des corps intermédiaires, la nécessité de leur écoute. Nous ne voulons ni de la caporalisation, ni de l'infantilisation des partenaires sociaux, et notre premier acte sera sans délai de vous réunir. Notre projet, mesdames et messieurs, part des besoins et vise une relance forte de la croissance dans la justice en dégageant les moyens nécessaires pour financer la transition écologique qui ne saurait attendre et engager le réarmement industriel dont nous avons besoin. Le premier levier, c'est un repositionnement de l'État au centre de l'économie, pour distribuer du pouvoir d'achat, pour orienter les investissements vers les grandes priorités, vers la bifurcation environnementale et entraîner l'ensemble de l'économie. Nous ne le ferons pas sans vous. C'est la planification écologique, c'est la relance du logement, c'est la souveraineté industrielle, c'est l'aménagement du territoire, en particulier dans les territoires ruraux. Et pour financer ce repositionnement, le programme met fin à un certain nombre de dépenses fiscales improductives sur le capital et restaure les marges de manœuvre de l'État, tout en gardant, je le dis, aux PME, constant le cadre juridique et fiscal qui leur est aujourd'hui applicable, comme par exemple, parce que je sais que cela compte, ce qui a été acquis en termes d'apprentissage. Cette relance est une relance keynésienne, avec un effet multiplicateur très fort, comme le soulignent de nombreux économistes, en particulier ce qui est notre cas dans un contexte de basse conjoncture. Et elle s'autofinance largement à travers le retour de la croissance. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre de retisser notre modèle social, avec l'abrogation d'un certain nombre de réformes injustes et surtout non concertées. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage,
c'est d'abord un acte de confiance dans le dialogue social, car nous vous rendrons les clés de la négociation. Les nouvelles marges de manœuvre financières de l'État doivent également lui permettre, je l'ai dit, de retisser notre modèle social et de reconstituer, de défendre nos services publics. C'est important pour nos travailleurs, c'est important pour nos chefs d'entreprise, la santé, l'éducation, la culture notamment. Le second levier, vous le savez, est une relance salariale massive, comme en Espagne, dans les secteurs publics et privés. Cela aura des effets sur la demande, par la hausse du pouvoir d'achat des salariés, mais également sur l'offre de travail. Et nous compenserons pour les PME les surcoûts que cela engendre. Tout le monde s'accorde aujourd'hui, et je ne crois pas qu'ici vous me contesterez, sur le fait que les salaires sont trop faibles dans de nombreux secteurs et que les difficultés de recrutement persistent. Notre programme permet de stimuler le retour sur le marché du travail par des emplois et des salaires décents d'une grande partie de la population. La politique de l'offre, madame, je termine. La politique de l'offre doit viser le travail et pas seulement le capital. Nous voulons une politique de l'offre de travail, parler de travail et pas seulement d'emploi. Et enfin, nous voulons une reconquête industrielle, une reconquête de notre souveraineté, par le protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, par la défense de la base industrielle France. J'étais celui qui, au nom d'Arnaud Montebourg, a négocié le décret sur les investissements directs étrangers devant le Conseil d'État. Un pays qui ne produit pas est dans les mains des pays qui produisent. Nous voulons être un pays de producteurs et pas seulement un pays de consommateurs. Mesdames et messieurs, ce projet est séquencé. Il distingue le temps court du temps long dans sa mise en œuvre. Il n'est pas aveugle à la situation. Le temps des ruptures pour répondre aux urgences sociales, le temps des bifurcations pour répondre aux urgences écologiques, le temps des transformations pour recoudre un pays fragmenté, fracturé, qui a besoin d'apaisement. Et nous avons, dans ce projet, besoin de vous. C'est le projet choisi par les démocrates et Biden qui ont théorisé les bénéfices d'une surstimulation. Dans ce schéma de retour de la croissance, d'augmentation de l'emploi, notre bouclage macroéconomique prévoit aussi, progressivement, le retour aux grands équilibres, la baisse des déficits et la décrue de la dette publique. Je l'avais dit et j'en conclus, promesse, sortons du dilemme appauvri, faut-il aimer ou détester les entreprises, et fondons ensemble un pacte productif nouveau, unissant les travailleurs, les capitaines d'industrie, les consommateurs, et nous serons pour cela à vos côtés. C'est ainsi, je crois, que nous ferons suffisamment et que nous pourrons faire barrage. Merci beaucoup, Boris Vallaud. Poser deux, trois questions et après vous pourrez répondre aux questions de la salle. Juste, vous avez une phrase assez forte, Boris Vallaud. Vous avez un peu interpellé les chefs d'entreprise. Vous leur avez dit, est-ce que vous avez fait suffisamment? La question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que ça veut dire que vous avez suffisamment augmenté les salaires de vos salariés? Est-ce que pour vous, parce qu'il y a deux points clés, évidemment, dans votre programme qui font peur. La fiscalité, on va y revenir, mais la question aussi de l'augmentation du SMIC. Il y en a beaucoup ici qui vous disent on n'y arrivera pas. Vous avez parlé de compétitivité, vous avez parlé de programmes, de production. Comment est-ce que vous faites pour augmenter des salaires alors que la compétitivité des entreprises françaises, elle est très fragile? Je vais répondre. Éric Coquerel. Voilà, on avait prévu de faire une intervention préliminaire, donc je vais répondre à travers votre question. En réalité, moi je crois que les chefs d'entreprise, la plupart des chefs d'entreprise de ce pays, la grande majorité, dont j'ai été d'ailleurs, TPE, PME, tous ceux qui produisent des richesses et qui quelque part ne regardent pas, j'allais dire, la santé de leur entreprise à l'aune finalement d'actions cotées en course, mais à leur carnet de commandes, à la satisfaction de leurs clients, à la satisfaction de leurs salariés. Je crois qu'ils ont tout intérêt à ce que les salaires augmentent. Parce que si les salaires augmentent, je rappelle que les salaires réels moyens, ils ont baissé de 2,5% depuis 2017, quand les dividendes du CAC 40, à laquelle je suppose la grande majorité des gens qui sont ici sont étrangers, ont doublé, passant de 50 à 98 milliards d'euros. Ouais. Donc nous, ce que nous voulons et ce que nous disons, parce que nous pensons que les chefs d'entreprise qui justement produisent ces richesses avec leurs salariés, ont tout intérêt à ce que ces salariés soient des consommateurs qui achètent leurs produits. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement faire migrer, nous l'assumons, une partie de ces revenus qui ont été, avec des avantages fiscaux évidents, nourrir ce que j'appellerais cette rente actionnariale, on peut dire ce qu'on veut, vers les revenus du travail. Et si ça migre vers les revenus du travail, alors vous verrez que
les carnets de commandes de ces entreprises se rempliront. Donc, vous avez raison, à court terme, mais à moyen terme, mais vous voyez bien qu'on rentre dans une spirale inflationniste. Oui, mais là, on rentre surtout dans un cercle vertueux qui permet d'avoir une politique qui dope la demande et qui fait qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, le commerçant, la petite boîte, eh bien, va se retrouver avec davantage de carnets de commandes et surtout va se retrouver aussi, parce que moi je pense que, je vais vous dire, je pense que la grande majorité des chefs d'entreprise, ils ont envie de bien payer leurs salariés. Voilà, c'est ce que je crois. Je pense qu'ils ont envie, pas forcément de devoir sans arrêt abaisser, par exemple, leur prix par rapport à un univers concurrentiel largement dérégulé qui les oblige à le faire par rapport à leurs voisins. Et donc, ces chefs d'entreprise-là, ils ont en réalité tout intérêt à ce que ce système-là mettent en valeur leurs produits, leur permettent de vendre. Bien, voilà. Moi, je pense que c'est ça la base. Et pour répondre aux 1 600 €, nous le savons bien que pour certaines entreprises, ça va être un choc difficile. Pour les l'UDP notamment qui a pris. Oui, mais je pense que tout le monde n'est pas homogène ici. Enfin, on y reviendra peut-être là-dessus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je vois le président Martin en face de moi, qui a eu la franchise hier de comparer notre programme en disant qu'il était pire que le Rassemblement national d'un point de vue économique. Je ne suis pas sûr, président Martin, je vous remercie de votre franchise, quelque part. Bon, c'est un grand classique. Hein. À chaque fois que la gauche va gouverner, le patron des patrons, comme on dit, a des réactions et la vôtre est finalement assez timide par rapport à ce qui s'est passé en 81-97. Mais je ne suis pas sûr que dans votre réaction, il y ait quelque chose qui représente l'intérêt de tous les chefs d'entreprise, parce que je crois qu'en réalité, vous n'êtes pas homogène par rapport à ça. Certains chefs d'entreprise ont tout à fait avantage, par exemple, à la politique dite de compétitivité, qui avantage la fiscalité du capital qui a été prise par M. Macron. Mais la grande majorité, ils ont intérêt à ce que le monde du travail soit mieux payé pour pouvoir acheter leurs produits. Ça, c'est une nécessité. Donc, nous, ce que nous proposons, par la relance keynésienne qui a été apportée, et également avec la bifurcation écologique qui fait que si on met ces moyens, l'État va venir aussi remplir les carnets de commandes de ces entreprises. Si vous rénovez plus de bâtiments, le bâtiment se porte bien. Le premier choc qui sera peut-être difficile à passer, ce que nous allons nous dire, nous le disons clairement. D'après France Stratégie, en 2019, il y a 223 milliards d'euros d'aide ou d'exonération aux entreprises, quasiment sans condition. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui va réorienter une part de ses profits davantage dans les dividendes que dans les investissements de l'emploi, elle recevra ces aides comme une autre. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut les réorienter différemment. Et il est évident, et je m'adresse notamment à tous les secteurs qui se disent « bon, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour faire en sorte d'augmenter le SMIC », nous les aiderons. Voilà. Nous prioriserons dans les aides de l'État les entreprises qui créent de l'emploi, les entreprises qui payent bien leurs salariés. Comment ça fonctionnera? Parce que Fabien Roussel, donc du PCF, a dit qu'effectivement, il y aurait un fonds pour aider les PME, les PMI à augmenter le SMIC. Comment ça va fonctionner? Il y a plein de façons de faire. Vous avez un fonds, on peut aussi agir sur du crédit à taux nul, par exemple, parce que souvent, c'est des problèmes de trésorerie. Moi, je ne sais pas vous, il y en a certainement dans la salle. Moi, quand j'étais chef d'entreprise, je me tournais vers les banques à un moment donné, quand il y avait tout d'un coup une difficulté, il n'y avait plus personne à la porte, pour recevoir éventuellement quand tout allait bien, oui. Donc, à un moment donné, il faut s'emparer, y compris en renforçant le pôle public bancaire, de ce qui permet d'avoir, pour passer ce moment difficile de trésorerie, qui peut aller jusqu'à 2 ans, pour permettre à ces entreprises de passer l'écueil. Nous pouvons le faire, ces entreprises paieront mieux leurs salariés et tout le monde en bénéficiera. Éric Coquerel, je dois faire un peu la maîtresse d'école. Vous savez, les règles sont là pour tout le monde. On avait 15 minutes ensemble, donc on s'est un tout petit peu écourté. J'ai encore évidemment beaucoup de questions sur le choc fiscal, mais maintenant, place aux questions de la salle. Vous allez leur répondre. On a à peu près une petite demi-heure. D'abord, vous avez une question sur le budget, une question de l'UDP posée par Myriam Perazzi. Où est-elle? Est-ce qu'elle est... Elle est là, derrière. Vous avez des photographes, voilà. Si, messieurs, vous pouvez vous asseoir une seconde, le temps qu'on puisse voir. Bonjour, Mylène Pérez, je suis représentante de l'UDP, trésorière de l'UNAPL, l'Union nationale des professionnels libéraux. Et comme vous allez le constater à ma question, je suis une professionnelle du chiffre. Valérie Rabault a évalué les dépenses supplémentaires de votre programme à 106 milliards d'euros par an. Aurélie Trouvé a indiqué qu'il s'agissait d'une vision personnelle et que ce chiffre était très insuffisant pour financer le programme. Un chiffrage commun est annoncé pour les prochains jours. Cette absence de cohérence est-elle bien sérieuse? Vers combien se dirige-t-on? Est-ce que vous pouvez au moins nous donner une fourchette du financement de votre programme? Alors, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Nous aurons un budget commun qui sera séquencé. Je vous fais remarquer, on a quand même un paradoxe.
c'est qu'il y a des gens qui nous somment d'avoir un budget extrêmement précis sur les années à venir, qui sont les mêmes, je ne parle pas de vous, là, je parle du gouvernement, qui nous ont fait adopter sans vote une loi de finances fin 2023, qui 2 mois après s'est révélée caduque. D'accord ? Tant en termes de la manière dont il le basait sur la croissance que sur les déficits. Et bilan, 3 mois après, on nous annonce qu'on va amputer à nouveau 30 milliards d'argent public. Donc, j'allais dire qu'on est les seuls à qui on demande finalement une précision absolument, j'allais dire, à la virgule près sur le budget qu'on compte mettre en place, alors que nous n'avons pas à notre service encore, je dis encore, vous avez compris mon optimisme, les services de Bercy, et que les autres n'ont même pas à y prétendre. La loi de programmation des finances publiques a été proposée il y a un mois, elle est jugée non crédible par le Haut Commissariat des finances publiques. C'est juste pour répondre par rapport à la crédibilité. Mais maintenant, je vous le dis, effectivement, dans 2 jours, nous présenterons un budget qui sera très détaillé pour les premiers temps, un peu moins parce que nous attendons des effets macroéconomiques pour la suite, vous l'aurez compris, mais qui sera cohérent. Et pour vous répondre sur ce qui s'est passé avec Valérie Rabault, c'est simple, c'est que nous sommes en train de travailler, tous les jours on se réunit, moi je vais vous dire, j'ai terminé cette nuit à 4h30, mais je suis content de vous retrouver ici pour discuter, et nous donnons des contributions. Valérie a fait une contribution qui en l'occurrence est budgétée sur 2 ans, alors vous savez qu'on part sur 5 ans, et nous prenons cette contribution, par exemple elle définit aussi un taux de déficit, bon, qui peut être discutable. Moi je pense que globalement, on ne fera pas pire qu'en réalité le gouvernement s'apprête à faire sur la question des déficits dans la réalité, et nous serons, vous verrez, capables, n'en déplaise à certains, de proposer quelque chose d'homogène d'ici la fin de la semaine. Ça sera une fourchette, ça sera entre les deux, j'ai envie de dire. Boris Vallaud. Pardon, mais comme Éric Coquerel vient de vous le dire, vous aurez un chiffrage qui nous sera commun, sur lequel nous sommes en train de travailler. Ce qui est important dans ce que dit Valérie Rabault, c'est que dans le bouclage macroéconomique, il y a de la croissance, il y a la perspective de la soutenabilité de nos finances publiques, qui n'est pas aujourd'hui garantie par les choix faits par le gouvernement. Pardon, je suis parlementaire depuis 7 ans. Je n'ai débattu, je n'ai pu voter aucune des 3 dernières lois de finances ou lois de financement de la sécurité sociale. Et moi, président de la commission, je n'ai même pas pu présider cela une seconde. Et je ne sais pas, au moment où je vous parle, si je peux croire ce que dit le ministre de l'économie et des finances, vous l'entendrez tout à l'heure, mais il a ces 3 dernières années posé sur la table des perspectives de croissance qui n'étaient pas le consensus des institutions financières internationales ni des économistes. Donc voilà. Ce qui m'intéresse, il sera là tout à l'heure, je lui poserai la question, vous inquiétez pas, vous me connaissez. Là, ce que on aimerait comprendre, c'est quelle croissance vous privilégiez et surtout sur lequel vous appuyez, et puis quelles sont vos perspectives de déficit public. On s'engage sur l'idée que nous allons avoir une croissance plus importante du fait qu'on est en train de changer en réalité le logiciel de la politique qu'on propose. En gros, on va sur une politique plus de la demande que de l'offre et de la compétitive aujourd'hui. Vous pensez qu'on pourra atteindre 3% de croissance ? Et que, je vous le rappelle, nous faisons fort, parce qu'en plus c'est nécessaire, de faire en sorte que l'État investisse dans la bifurcation écologique, qui seront autant de marchés pour l'économie. Je rappelle qu'après la crise des subprimes entre 2009 et 2012, si la France n'est pas rentrée en récession avec deux trimestres consécutifs en dessous de zéro, c'est parce qu'à un moment donné, la dépense publique est aussi une recette, elle a permis de tenir l'économie. Donc nous faisons fort de faire mieux en termes de croissance, c'est une affirmation que nous vous donnons. Le chiffrer exactement, on va voir si nous sommes capables de le faire, mais dans les grandes lignes, dans la trajectoire, nous pensons que c'est possible. Et la deuxième chose, c'est que nous ne comptons pas sur une explosion, je vous réponds aussi, des déficits pour financer ce que nous allons proposer. Nous croyons plus au fait que développant la croissance, ça va faire des rentrées fiscales, ça va faire des rentrées de cotisations qui vont financer en partie, en plus des mesures fiscales que nous apprêtons à prendre, qui concernent, je le rassure, qui ne concernent pas 92% des Français et la grande majorité des chefs d'entreprise. Ce n'est pas eux qui seront concernés par les mesures fiscales. Et nous considérons que la question du déficit ne sera pas principalement ce qui permettra de financer ça. Alors, est-ce que, pour autant, on a l'idée de se dire qu'il faut à tout prix être à 3%
si ça a un effet récessif sur l'économie, ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Il est possible qu'on réponde non, mais ce n'est pas principalement ce qui va financer notre programme. D'accord. Le choc fiscal, il sera de combien juste là vous avez... Mais le choc fiscal, d'abord, il faut le dire, le cadre fiscal pour les PME, c'est-à-dire pour 90% des entreprises, ça ne change pas. D'ailleurs, l'essentiel de la fiscalité que nous abordons est sur une fiscalité sur le patrimoine des particuliers plus que sur les entreprises. Mesurez bien une chose, parce qu'il faut l'avoir à l'esprit. Je ne sais pas combien il y a de milliardaires dans la salle, mais en tout cas, leur taux d'effort fiscal au titre de l'IR est à 2%. Vous voyez, c'est-à-dire un taux d'effort fiscal inférieur à la première tranche de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, l'effort fiscal moyen des Français est à 50%. Il est à 27% chez les milliardaires. Quand vous regardez les travaux internationaux qui sont faits notamment dans le cadre du G20, portés par le Brésil, mais aussi par la France, dans des négociations internationales, quand vous regardez les travaux de l'Observatoire de la fiscalité européenne, les travaux de Gabriel Zucman, pardon, mais quand on dit qu'en France, si nous devions taxer à 1, 2 ou 3% le patrimoine des milliardaires, vous voyez, vous pouvez lever la main, les milliardaires, et je m'excuserai auprès de vous de l'effort que je vous demande, de solidarité et du patriotisme économique que je vous demande, parce que vous avez bénéficié de nos écoles, parce que vous avez bénéficié de nos services publics, parce que vous avez bénéficié de nos subventions publiques, et que nous sommes dans un moment de redressement national, de réarmement productif, d'affirmation de notre souveraineté. Et nous le ferons ensemble. Ce sont des marchés en plus, à travers la commande publique. C'est aussi la protection contre une mondialisation sans règles et une mondialisation déloyale, où nous avons été pendant des années les idiots utiles du village global, nous imposant à nous-mêmes des règles qu'aucun, ni les Chinois, ni les Américains. Oui, mais j'avance pour donner l'esprit de ce que nous faisons. Oui, nous allons recréer de la croissance. Non, nous n'allons pas financer par le déficit pour la simple et bonne raison que nous créons des recettes fiscales nouvelles, ce que ne fait aucune des autres offres politiques. La Commission européenne vient de faire le reproche extrêmement vif fait au gouvernement d'avoir abandonné 50 milliards d'euros sans contrepartie. Sans contrepartie. Voilà, je le dis. Et donc, on a besoin... La réalité, qu'est-ce que c'est? Les classes moyennes payent les impôts des milliardaires qui ne les payent pas. Mais les PME payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. 40% des résultats des multinationales sont consolidés dans des paradis fiscaux. Il manque à tous les pays de l'Union européenne 20% du produit de l'impôt sur les sociétés. Mais moi, je vais vous dire la vérité, c'est qu'avec de la justice fiscale, on peut baisser les impôts des PME. On peut être à leur côté. On peut les protéger. Boris Vallaud. Et leur réserver un certain nombre de marchés. Et on pourrait y revenir sur l'allotissement, on va y revenir si on a le temps, malheureusement, parce que ça va très vite et il y a beaucoup de questions à vous poser. Une question, juste revient un instant sur les salaires. Une question qui devait être posée, la personne ne peut pas être là, donc c'est moi qui vais vous la poser, qui est sur l'indexation des salaires, qui est l'autre partie. Vous avez dit augmentation du SMIC, sur l'indexation des SMIC, l'indexation des salaires. C'est ce que vous voulez réinstaurer. Ça avait été abandonné, je crois, en 1983, non, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi est-ce que vous voulez la restaurer, sachant que les salaires, ils ont plutôt augmenté? Non, les salaires... Alors le problème, c'est que les salaires réels, en réalité, ils ont baissé en 2022-2023 du fait justement de ne pas avoir suivi l'inflation. La question, quand il n'y a pas d'inflation, cette question-là, j'allais dire, elle ne se pose pas. Oui. Quand il y a de l'inflation, elle se pose. Et toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui a provoqué l'inflation. Bon, alors il y a les prix de l'énergie au départ, mais nous savons après que globalement, c'est aussi les marges d'entreprise de certains secteurs. D'accord ? Ce n'est pas les salaires qui ont alimenté l'inflation. Et si à un moment donné, on veut ne pas rogner sur le pouvoir d'achat, qui, je rappelle, est la première garantie aussi pour les entreprises de vendre leurs produits, eh ben, il faut que les salariés ne perdent pas de pouvoir d'achat. Donc cette mesure, elle est de bon sens quand l'inflation rebondit. Alors on verra bien si l'inflation se réduit. Là, il y a eu des échos très optimistes, mais là j'ai vu qu'elle repartait un petit peu à la hausse. Tant qu'elle est à un certain niveau, il faut que les salaires soient indexés. Vous avez vu comme moi les chiffres de l'INSEE qui montrent que le pouvoir d'achat, il a légèrement augmenté de plus 0,5%. Le pouvoir d'achat global moyen... Absolument. Voilà. Mais quand avec les nouveaux calculs de l'INSEE. Mais quand vous retirez, pas de souci, mais quand vous retirez les revenus du patrimoine, vous apercevez que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc ça veut dire que, et c'est exactement ce qu'on explique, ça veut dire que les grands gagnants, en réalité, depuis 7 ans, c'est les revenus qui ne se traduisent pas en salaire, qui ne se traduisent pas comme sont payés la plupart des Français. Une question très importante sur l'énergie, parce que vous l'avez mentionné, Boris Vallaud, dans votre allocution tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a l'impression que cette transition écologique, là, on n'en parle plus du tout, elle a disparu dans une trappe lors de cette élection législative. La question, elle est posée au nom du MEDEF par Christine Goubet-Millot. Pardon si j'ai écorché votre nom. Bonjour, je suis présidente de l'Union française de l'électricité et coprésidente de la commission transition écologique et économique du MEDEF.
la compétitivité de nos entreprises et la sécurité d'approvisionnement énergétique et les conflits et les rapports géopolitiques de plus en plus violents montrent que ce sujet est un sujet d'importance stratégique. La réindustrialisation de notre pays aussi, vous l'avez évoqué, qui est absolument nécessaire, requiert, exige un mix électrique décarboné et compétitif. Nous avons besoin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et nous avons besoin d'énergie, d'électricité pilotable, du nucléaire, de l'hydraulique, et nous avons besoin de moderniser nos réseaux. Donc vous avez dans votre programme un projet de loi énergie-climat, effectivement, qui donnerait une feuille de route stable et prévisible pour les entreprises et pour le secteur de l'électricité. Allez-vous réouvrir ce débat qui nous a monopolisé pendant 10 ans, opposant les ENR et le nucléaire? Donc, quelle est la place du nucléaire dans votre programme, puisque vous ne parlez pas du tout du nucléaire dans ce programme dont j'ai pu prendre connaissance? Pour la bonne raison, c'est qu'on ne touche pas au programme actuel. Voilà, c'est ce que nous sommes entendus là-dessus. Vous êtes d'accord, parce qu'on sait que Fabien Roussel n'a pas forcément la même position. Oui, mais je sais, on n'a pas forcément la même position. Il manque un troisième, là. Nous sommes pour la sortie nucléaire, on le sait. Bon. Ouais. Mais là, le mandat que nous donnons, c'est de ne pas toucher au parc actuel de nucléaire et de remettre certainement les décisions pour la suite, notamment aux élections présidentielles. Mais je voudrais répondre... Oui, c'est important ce que vous dites. Bien pardon, sûr. Les nouveaux EPR, les 6 EPR et les 8 EPR qui sont dans les tuyaux, si vous me permettez cette expression, vous les suspendez. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, là, pour l'instant, dans les 2 ans à venir, ils ne sont pas en état de fonctionner. Merci, ouais. Mais je voudrais répondre juste à cette question, parce que vous l'avez introduit et regardez grand angle, par la bifurcation écologique. La bifurcation écologique, et y compris, du coup, la planification écologique de notre économie, je ne parle pas de Gosplan, hein, je parle d'une planification qui est plus dans l'esprit de ce qui a pu être fait par De Gaulle que dans une économie dirigée. Elle est au centre de notre programme. Pourquoi elle est au centre de notre programme? C'est que nous revendiquons que nous ne pouvons plus avoir les modes de production et de consommation qui sont les nôtres actuellement, sinon c'est au péril, en réalité, de l'humanité. J'espère ne pas avoir à convaincre ici des gens sur cette nécessité. Quand nous regardons le rapport Pisani-Ferry, qui était quand même un économiste soutien d'Emmanuel Macron, il estime qu'il faut près de 70 milliards à partir de 2030 d'investissements, dont la moitié doivent être des investissements publics. On est très loin du compte. Donc nous, ce que nous entendons faire ensemble dans notre programme, et nous le disons, et c'est pour ça que cette question est centrale, parce que moi j'ai coutume de dire que la dette financière, c'est problématique, mais enfin la dette écologique, par contre, là je vous assure que si on la lègue à nos enfants, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et elle sera autrement plus mortelle. Donc nous revendiquons d'avoir un investissement massif pour le rail, pour le fret, pour les énergies durables, pour l'isolation thermique, de manière séquencée, ne serait-ce que pour pouvoir permettre au marché d'y faire face. On sait que, par exemple, l'isolation, on ne peut pas le faire tout de suite. Si on voulait 700 000 la première année, on sait qu'on voudrait le faire, mais on sait qu'on ne pourrait pas le faire, donc on tient compte de ça. Mais c'est pour vous répondre que nous le mettons au centre de notre programme, et ça fera marcher l'économie, ça créera des emplois, et ça remplira vos carnets de commandes. Juste, Maurice Vallot, peut-être sur ce point-là, sur la question du nucléaire, parce que c'est essentiel, vous êtes d'accord avec moi. Ça va dépendre, en fait, du résultat des élections législatives, savoir si LFI est devant le PS et le PC, ou si c'est l'inverse, et à partir de là, vous allez choisir et déterminer votre politique nucléaire. Je crois que vous êtes dans une forme de caricature. On a un mur. Non, je suis assez basique. Je vais vous répondre, peut-être trop, en l'occurrence, je vais essayer d'être plus subtil. Oui. Enfin, il faut quand même une réponse. Oui, je vais le faire. D'abord dire que la question de la compétitivité prix de l'énergie est fondamentale pour nos industries. Et que nous devons aussi revoir le fonctionnement du marché de l'énergie tel que nous avons eu à le subir avec, vous savez, le prix de l'énergie qui était au montant de la dernière unité de production d'une centrale à gaz, ce qui a coûté extraordinairement cher aux finances publiques en l'occurrence, et j'étais pour que nous puissions instaurer en effet cette espèce de bouclier tarifaire bénéficiant aux entreprises. J'ajoute d'ailleurs que ce sont les députés socialistes avec les collègues du Front populaire qui nous sommes battus pour que, pour les PME, pour les entreprises de moins de 10 salariés, et nous avons réussi à convaincre le gouvernement, ils puissent avoir le rétablissement du bouclier tarifaire. Parce que nous étions interpellés partout, dans nos territoires, et je pense en particulier aux boulangers,
parce que leur four consommait tellement qu'ils étaient obligés de mettre la clé sous la porte. Donc oui, la question de l'énergie est importante, et la question de notre souveraineté énergétique, on le voit avec la guerre en Ukraine, l'est tout autant. La priorité pour moi, et je le dis comme socialiste, et c'est un débat que nous aurons, non pas pour savoir qui a gagné, qui a perdu, mais comment nous arrivons à la neutralité carbone en 2050, qui ne relève d'aucun programme électoral, qui relève de réalités scientifiques, objectives et indépassables. Oui, la décarbonation avant la dénucléarisation. Et dans les 6 EPR, dont nous aurons à discuter, le défi est d'ores et déjà considérable et il n'est pas prévu d'arrêter la réflexion et le chantier. Songez qu'il y a 100 000 salariés dans ce secteur. Il y en a 10 000 qui vont partir à la retraite chaque année dans les 10 prochaines années. Il faut en recruter 10 000 chaque année. Il va falloir recruter 10% des sortants d'école d'ingénieurs pour y parvenir. Et il y a un problème de compétences, vous avez raison. Considérable. Et nous avons besoin de nous mobiliser, quels que soient nos choix, parce que ce qui nous est commun, qui ne relève d'aucun programme, d'aucun projet, d'aucun parti, d'aucun résultat aux élections, c'est le réchauffement climatique. Et tous les investissements que nous ne faisons pas aujourd'hui, vous le savez, ils sont à faire au quintuple dans les 10 ans qui viennent. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc, et c'est de l'activité pour vos entreprises. De fermer un autre Fessenheim? Non. D'accord, mais voilà, j'ai ma réponse. Et nous devons aussi travailler sur la question du grand carénage, c'est-à-dire de l'extension de la durée de vie des centrales. Mais vous savez qu'il y a une part d'aléa, parce que nous avons par convention dit que c'était 20 ans de plus, mais si nous devions découvrir une fissure sur une cuve, eh bien c'est un mois de plus et pas autre chose. C'est clair. Une question maintenant sur le temps de travail d'Emmanuel Guichard pour le MEDEF. Merci Emmanuel Guichard, je suis porte-parole de la Fédération des entreprises de la beauté qui représente des industries cosmétiques en France. Dans votre programme commun, vous proposez de revenir sur les aménagements apportés ces dernières années sur les 35 heures et même d'aller plus loin en abaissant la durée du travail à 32 heures dans un premier temps pour certains métiers. La question est simple, comment conciliez-vous baisse du temps de travail, augmentation des salaires et augmentation des prélèvements obligatoires pour les entreprises? Merci. D'abord, vous dire, sauf si vous ne l'avez pas entendu, que pour les PME, il n'y a pas de prélèvement obligatoire supplémentaire. Vous avez même noté que la question des impôts de production n'est pas dans notre projet, puisque nous ne le délions pas de la question tout aussi fondamentale du financement des collectivités locales qui font 80% de l'investissement public en France, et que nous ne devons pas désargenter ou amoindrir les capacités d'investissement dans nos territoires, partout en France, de ces collectivités locales. Sur la question du temps de travail, au fond, la question que nous nous posons, c'est celle d'une expérimentation autour d'une réduction du temps de travail pour les métiers pénibles. Parce que vous le savez que dans ces métiers pénibles, très tôt, arrivent des maladies incapacitantes qui, en réalité, pèsent sur les entreprises. Eh bien, ça, nous engagerons un dialogue avec vous sur les modalités pour le mettre en œuvre. Et par ailleurs, d'une manière générale, je crois que nous aurons une réflexion à avoir tous ensemble, qu'avait eu Léon Blum en 1936, qu'avait eu François Mitterrand en 1981. Comment nous articulons le temps libéré avec la question de l'organisation du temps de travail, des temps de vie. Vous savez qu'un certain nombre d'organisations syndicales posent la question des banques du temps. Ce sont des réflexions que nous devons avoir. Et quand nous vous disons que nous tenons au dialogue social, ce ne sera pas pour nous un exercice de style. Nous avons besoin de ce dialogue, nous avons besoin de cette confiance, nous avons besoin de vous. Vous savez, la démocratie sociale, elle n'est pas moins importante que la démocratie parlementaire. Et d'ailleurs, je note une chose dans notre programme, vous l'aurez remarqué, c'est que très rapidement, nous ouvrons une conférence sociale sur les salaires avec vous, mais également, évidemment, avec les organisations de travailleurs, sur toutes les modalités que nous définissons comme des objectifs à atteindre, mais que nous ne différencions pas de la question d'une conférence sociale. Autrement dit, ce n'est pas des passages en force. Maintenant, sur le fond, je crois que nous avons à nous interroger à partir du moment où, alors même si c'est un peu moins vrai depuis 1 ou 2 ans, mais la productivité des travailleurs augmente, oui, nous avons à nous interroger à un moment donné sur la question du partage du temps de travail pour que tout le monde travaille plutôt qu'avoir une masse de chômeurs comme nous l'avons aujourd'hui. Et ça se traduit à la fois par le départ à la retraite et à un moment donné par la réduction du temps de travail, qui est une vieille revendication de gauche. Mais la question n'est pas de le faire sans avoir à un moment donné une vue sur sa faisabilité économique. Et puis par ailleurs, je pense que ça n'est pas à dissocier de la question du vieillissement au travail,
de l'emploi des seniors, qui sont des sujets qui nous occupent, qui nous préoccupent, sur lesquels nous avons des propositions. J'en donne une, si vous me le permettez, parce qu'elle est importante. Si vous augmentez de 10% le taux d'emploi des seniors, un certain nombre de nos déficits, notamment sur les retraites, seront comblés. C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron. Oui, il essaye, mais il y a Bruno Demande, et puis nous, on essaie de faire effectivement. Enfin, il aurait pu la confier aux partenaires sociaux, qui ne sont pas moins compétents que lui. Juste simplement, sur le travail des seniors, là où il y a des taux d'emploi très forts, comme dans les pays nordiques, regardez quelle est la structure de la dépense de formation professionnelle. Elle est au bénéfice des plus âgés de nos travailleurs pour gérer les transitions professionnelles, l'accumulation de compétences, plus que sur les jeunes. Nous, c'est l'inversion que nous avons fait et qui mène dans des difficultés considérables. Une question, on a encore, évidemment, on pourrait continuer, il y a la question des retraites, si on attend, on en dira un mot, mais là, il y a une question sur l'Europe, c'est un point aussi important, dont on n'a pas beaucoup parlé, une question pour le MEDEF d'Alexandre Farouf. Bonjour, merci d'être ici. Alors, le Grand Est, c'est 10 départements, 4 pays frontaliers, et l'Europe, une grosse question, avec Strasbourg. Donc vous dites refuser le pacte de stabilité et les règles budgétaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Sur nos 26 partenaires européens, savez-vous qui vous suivra? Et enfin, si vous n'avez pas de majorité, cela signifie-t-il que vous souhaitez sortir de la zone euro? Non. Merci. On ne souhaite pas sortir de la zone euro. Donc la réponse est claire. Maintenant, il y a ne pas sortir et à un moment donné, ne pas engager, j'allais dire, un rapport de force pour permettre de se donner des marges de manœuvre. La France, c'est la deuxième puissance économique en Europe. C'est bientôt le pays qui sera, en tout cas le plus peuplé, en relation avec la jeunesse de sa population. Donc nous avons un poids et nous aurons des alliés à partir du moment où nous remettrons en question certaines contraintes budgétaires. Je vous fais remarquer d'ailleurs que ce gouvernement, en réalité, le fait. C'est-à-dire que dans la loi de programmation des finances publiques, il y a d'un côté ce qu'il affiche et d'autre côté ce qui sera la réalité des prix. Et nous savons tous qu'il ne sera pas à 2,9% de déficit comme annoncé en 2027. Donc là-dessus, il y a effectivement quelque chose. Et nous avons des alliés. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, l'ancien président de la Banque centrale européenne expliquait que le système qui vise à faire en sorte que la compétitivité se fait toujours quelque part sur le travail, le système qui rend incapable l'Europe aujourd'hui de mettre suffisamment d'argent sur les bifurcations écologiques était interrogé. Vous savez comme moi qu'en Allemagne, par exemple, il y a un débat aujourd'hui sur le fait de savoir si réellement revenir au cadre budgétaire contraint qui a été celui de Maastricht est quelque chose qui profite à l'économie allemande. L'an dernier, on s'est tous satisfaits du fait que la croissance française a été supérieure à la croissance allemande. Rappelez-vous, les économistes pensaient qu'elle allait pas l'être et finalement ça a été 0,9%. Pourquoi la croissance française a été bien meilleure que la croissance allemande? Parce qu'il nous reste un matelas social dans ce pays qui fait que vaille, la consommation populaire résiste un peu mieux que, par exemple, ça se passe en Allemagne. Et donc, je pense que ces deux modèles sont interrogés. On doit être aussi, quelque part, tout à l'heure... il y a eu toutes les aides de l'État pour le moment dans le Covid. Hein, Boris, oui, mais Boris, tout à l'heure, a parlé de Biden. Bien. Il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, je sais, les États-Unis ont le dollar, ils ont une puissance historique, mais enfin, on a quand même sur le principe l'idée qu'ils ont mis la question des déficits au second rang pour mettre la question de la croissance au premier rang. On doit s'interroger là-dessus. On est en train de décrocher en Europe au niveau de la croissance. Donc moi, je pense que ça interroge le modèle de compétitivité, le modèle d'austérité qui a été la marque de l'Union européenne. Et je crois que là-dedans, on aura des alliés si on pèse, si on veut peser. Ce que je regrette, c'est que les gouvernements successifs du pays depuis des années n'ont pas voulu peser. Donc pour vous dire, je crois qu'on peut à la fois desserrer les taux, les contraintes, sans sortir de l'Union européenne et sortir de la zone euro. Si je peux juste ajouter un élément, puisqu'on est là, j'ai compris, pour vous rassurer. Les deux seuls gouvernements qui ont réduit les déficits, c'est le gouvernement de Lionel Jospin et de François Hollande. Ce n'est pas celui d'Emmanuel Macron et de je ne sais quel Mozart de la finance. La réalité, c'est que tous les objectifs que les uns et les autres s'étaient fixés... Reconnaissez qu'il a eu la guerre en Ukraine, il a eu la Covid. Donc oui, il y a quand même eu deux chocs absolument considérables. Je reconnais aussi qu'il a fait 50 milliards... Il avait réussi à réduire les déficits, et je parle sous contrôle d'Éric Coquerel. Madame, il avait
il avait bénéficié de ce qui lui avait été transmis, c'est-à-dire une protection sociale excédentaire au moment où il prend ses fonctions, un déficit qui avait largement baissé au moment où il prend ses fonctions. Et évidemment, ce que aujourd'hui la Commission européenne reproche, c'est précisément le désarmement fiscal sans contrepartie, qui n'est pas productif en termes de croissance et d'investissement. La critique que nous formulons sur le pacte de stabilité tel qu'il a été conçu, ça n'est pas au fond le sérieux budgétaire. Moi, j'ai occupé des fonctions, que ce soit dans les collectivités locales ou à l'État, où je suis très conscient de la situation. Quand j'étais directeur général des services du département de Saône-et-Loire avec Arnaud de Montebourg, il nous a fallu faire des économies. Il nous a fallu aussi augmenter les impôts parce que nous présentons des budgets en équilibre et nous l'avons fait. Et nous avons même remporté les élections en l'ayant fait. La critique que nous formulons, c'est celle de Jean Pisani-Ferry. De dire que ces règles automatiques, elles vont nous empêcher de financer la transition environnementale et un certain nombre d'investissements. Et que nous avons besoin, dans le rétablissement de nos comptes, aussi de créer de la croissance et d'affronter cette bifurcation écologique qui est impérative. Et que derrière ces règles sociales et environnementales que nous voulons défendre aux portes de l'Europe à travers un protectionnisme. C'était la campagne de Raphaël Glucksmann, vous le savez, que j'ai défendue et soutenue. C'est au fond fixer des règles à une mondialisation qui n'en a pas. C'est ne pas être dans la main des Chinois pour les panneaux solaires, pour les véhicules électriques, au moment où nos constructeurs automobiles français font des efforts absolument considérables. C'est de ne pas être dans la dépendance du gaz russe ou du pétrole des pays du Golfe, de ne pas être dans la dépendance de la défense américaine. C'est un moment de souveraineté que nous sommes en train de construire, et elle se fera évidemment au plan européen. Moi, je suis un Européen ardent depuis toujours. Mais une Europe qui s'affirme comme une puissance, qui se fait respecter dans ce qu'elle défend parce qu'elle est le plus grand marché du monde. Une dernière question, une question de Pierre Guillet pour les entrepreneurs chrétiens. Où est-il? Le décès, il est là. Il faut juste lui transmettre un micro. Et un micro qui marche, ce serait encore mieux. Allez-y, allez-y. Pierre Guillet, entrepreneur et président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. La subsidiarité est un des principes de la pensée sociale chrétienne que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens mettent en œuvre tous les jours dans leurs entreprises. La subsidiarité, c'est laisser la prise de décision au plus près du terrain. La subsidiarité, c'est créer les conditions pour que chaque organisation apporte le meilleur d'elle-même. La subsidiarité, c'est libérer les énergies au bon niveau. La subsidiarité, c'est enfin accepter de n'intervenir que lorsque c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas ou peu associés aux décisions qui les concernent. Cela freine la capacité d'entreprendre. C'est exactement l'inverse du principe de subsidiarité. Pour un dirigeant, la subsidiarité s'appuie sur la confiance dans ses salariés et dans ses partenaires. Pour l'État ou le législateur, la subsidiarité s'appuie sur la confiance dans les entrepreneurs. Comment comptez-vous agir pour instaurer cette confiance nécessaire à la bonne marche des entreprises? Merci. Réponse, vous plongez Éric Coquerel dans un abîme de perplexité. Je suis désolé, mais la question est très philosophique. La confiance, alors d'abord, pour moi, vous me permettrez de dire que c'est la confiance dans les entrepreneurs, mais aussi dans l'entité entreprise. J'inclus tous ceux qui produisent aussi les richesses, qui sont les salariés. Vous êtes d'accord, je pense là-dessus, d'après ce que vous dites. Donc, j'allais dire que ce dialogue et cette confiance, elle doit considérer l'entreprise comme un tout. La deuxième chose, c'est que confiance, oui, mais ça n'empêche pas, à un moment donné, et nous le revendiquons, de considérer qu'il doit y avoir des lois sociales qui permettent effectivement de réguler le rapport, finalement, entre le chef d'entreprise et les salariés. Et c'est quelque chose que nous avons critiqué dans la politique de M. Macron, notamment par rapport, par exemple, au Code du travail qui a renversé, j'allais dire, la prise de décision qui autrefois partait de la loi et après partait vers les branches et les entreprises et qui a inversé ça. Bon. Donc on peut travailler en confiance, ce n'est pas le sujet, mais il faut, et l'histoire nous l'a appris dans toute l'histoire sociale de notre pays, il faut des lois pour permettre d'encadrer que
les choses ne se fassent pas n'importe comment. C'est aussi une réalité. On arrive au terme. Je fais 15 secondes pour répondre. Ça servira de conclusion alors. Ah oui, bon. Oui, c'est la conclusion ou la fin de la réponse à la question, mais ce n'est pas les deux. Bon, Désolé. Hein. Désolé, mais on se reparlera. Vous pourrez vous discuter après. Simplement pour vous dire que ce que je comprends dans la question et dans un certain nombre d'interpellations, c'est le souci d'être écouté, d'être entendu et de trouver des espaces de dialogue et de dialogue social. Nous en prenons l'engagement. La crainte qui est la vôtre, c'est qu'au fond, il y ait de la justice fiscale et sociale dans les mesures que nous prenons. Nous avons dit sur le cadre juridique et fiscal des PME, qui sont 92% de nos entreprises, rien ne va changer. Et nous serons d'ailleurs à vos côtés pour que la représentation des petites entreprises, je sais que c'est une des revendications de l'UDP, soit mieux prise en compte. C'est une revendication depuis 2019 et depuis 2019, je la soutiens, vous en êtes témoin. Je sais aussi qu'il y a des questions liées à la défense de l'indépendance autant que du salariat et le refus du tiers-statut. Nous nous sommes battus contre ce tiers-statut qui vous fragilise et nous continuerons de le faire. Et nous sommes prêts, dans le cadre des conférences sociales que nous aurons, y compris à interroger le statut des auto-entrepreneurs dont certains souhaitent qu'elle puisse être un tremplin vers l'entrepreneuriat plus classique. Nous voulons aussi, par la commande publique, être aux côtés des entreprises, des petites entreprises, par l'allotissement intelligent, par la lutte contre la sous-traitance en cascade. Ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire ensemble, que nous créons des recettes fiscales dans la justice pour desserrer l'étau qui pèse sur chacune et chacun d'entre vous, par les responsabilités qui sont celles d'Éric Coquerel aujourd'hui à l'Assemblée nationale, par celles qui sont les miennes depuis longtemps. Je connais les entreprises. Et au moment même où nous nous parlons, bien que plus député, mais encore conseiller départemental, je suis en train de me battre avec la BEI, qui est en train de lâcher une très grosse entreprise de mon département dans un projet d'investissement. Nous les voyons tous les jours, nos capitaines d'industrie qui ne dorment pas, qui prennent des risques personnels, qui ne se payent pas, parce que c'était l'histoire de mon père, pour payer ses salariés. Eh bien, nous continuerons demain dans ce même état d'esprit, parce que je crois à la réconciliation de ce pays, je crois à l'utilité des entreprises dans ce combat qui est le nôtre, et je veux vous dire que vous pourrez nous trouver au rendez-vous de ces enjeux. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Boris Vallaud. Merci, Éric Coquerel. Je peux pas avoir une idée. Laissez-moi 30 secondes juste pour dire quelque chose. Je pense que la question du débat, et je ne veux pas être démagogique, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'ici, y compris entre les entreprises patronales, vous n'êtes pas homogènes, ce n'est pas vrai. Et que, oui, nous assumons de dire que dans le partage de la plus-value, ce qui aujourd'hui pose problème, c'est qu'on a beaucoup trop avantagé les revenus, j'allais dire la financiarisation d'une société, et que très sincèrement, cette financiarisation, elle se fait au détriment des salariés, mais elle se fait au détriment de la très grande majorité des chefs d'entreprise de ce pays. Il y a, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on rééquilibre les choses, et je pense que c'est non pas entre les salariés et tous les chefs d'entreprise, mais c'est entre tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays et ceux qui regardent avant tout des cours de la bourse qui sont parfois déconnectés par rapport à l'économie réelle. Merci beaucoup.